C'est Paul Biya. La vraie pandémie, les amis. C'est Paul Biya. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler Foko. Oui, papa. Allô, Foko. Envoie-leur des cordes. C'est d'appeler Foko. Donc ben voilà, pour ceux qui sont déjà connectés là, nous allons parler aujourd'hui de Poso Victor. Poso Victor, ce richissime Bandunais que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est décédé il y a quelques semaines, quelques mois peut-être déjà. Au début de la pandémie de coronavirus, il est décédé. On ne sait pas exactement de quoi il est mort, mais ce qui est sûr est que il n'est pas mort très jeune. Ça peut être une mort naturelle due à l'âge. Victor Poso, c'est quelqu'un qui a beaucoup agi dans l'économie camerounaise. C'est un monsieur qui a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'immobilier, beaucoup de plantations, un peu partout au Cameroun et en Afrique aussi, sans compter ses biens d'outre-mer, ces biens qui sont partout en Europe, aux États-Unis, etc. C'est un monsieur, l'un des plus riches Camerounais que le Cameroun n'ait jamais connu. Normalement, des gens comme lui, quand ils décèdent, c'est tout le pays qui doit être en pleurs. S'il avait mis l'avenir du Cameroun en premier. Mais apparemment, pour lui, le développement était beaucoup plus personnel. C'est-à-dire, il s'agissait de se remplir les poches d'abord et ensuite le reste, la pauvreté suit. Et vous voyez ce que le Cameroun est devenu. Donc les photos que vous voyez là sont des petites photos préparées pour l'accueillir, pour accueillir sa dépouille. Voilà, le débat sera ouvert les amis. Je vais vous poser, je vais vous mettre un numéro de téléphone et chacun pourra appeler ou juste des appels WhatsApp pour donner son avis par rapport à ce décès-là. Nous voulons savoir ce que pensent les gens, ce que vous pensez. Est-ce que ce décès, c'est une perte pour le Cameroun ou bien c'est une perte pour le Cameroun ou bien c'est juste un frein en moins pour la démocratie. La vraie pandémie, parce que nous savons qu'il était fervent militant du RDPC et pour manifester son acceptation du tribalisme, il a déclaré que vous vous rappelez bien, une antilope ne peut pas passer parmi des lions pour aller chasser. Donc, vous comprenez que par là, il voulait dire que Maurice Kamto c'est l'antilope et les lions c'est le parti au pouvoir. Donc, il associe l'antilope au MRC et le lion au RDPC. Ça, c'est ma vision. Il y aura certains qui vont essayer de vous faire comprendre qu'il associe l'antilope plutôt et le lion plutôt à deux tribus. Mais je pense que on ne va pas faire ce débat-là. En tout cas, moi, je ne vais pas débattre dans ce sens parce que plus on en parle, plus ils sont satisfaits parce que c'est un débat qu'ils ont créé eux-mêmes. Ils ont créé eux-mêmes pour distraire le peuple. Mais nous allons débattre aujourd'hui de manière factuelle. Nous allons nous baser sur les faits. Voilà. Donc, il fait partie des gens qui ont profité, qui ont vraiment profité de l'économie nationale. Vous vous rappelez, dernièrement, il a fait un don de près d'1 milliard à une église catholique
pendant que nous savons que les gens manquent d'eau potable, les gens meurent par manque de soins ou d'équipement dans les hôpitaux. Mais ce vieillard célibataire, quelques temps avant son décès, il a fait un don d'1 milliard de francs CFA à une église. Donc la question qui se pose, est-ce qu'il savait qu'il devait mourir et on lui avait dit qu'une place au paradis coûtait 1 milliard et il a déboursé cette somme-là pour s'acheter une parcelle de nuages au paradis? Je dis ça pour ceux qui croient. Donc aujourd'hui les amis, connectez-vous, partagez le direct. Ah d'accord, j'ai suivi, je baisse un peu le volume de la musique. Voilà. Dites-moi, la musique, c'est bon maintenant? Valérie et També, j'ai écouté ce que tu as écrit là, il faut baisser un peu la musique. C'est fait. Maintenant, dites-moi si le son est bon. Le son est bon, Valérie? Voilà. Donc, en fait, si la musique a empêché à certains de bien écouter, le débat du jour, c'est Fotso Victor. Fotso Victor, il est décédé en France, comme plein d'autres richissimes Camerounais qui ont beaucoup investi pour chercher de l'argent et non pour aider leur population. Ils se retrouvent tous, quand ils sont malades, à aller se faire traiter à l'étranger. Donc, et quand ils vont se traiter à l'étranger, ils laissent leur population souffrir en manque de soins, manque d'hôpitaux. Mais les routes pour arriver jusqu'à leur château, au sommet des montagnes dans leur village, tout est goudronné, tout est électrifié, il y a des lampadaires partout. Donc, pour leur propre bien, il n'y a pas de souci à se faire. Ils s'arrangent à avoir une vie de luxe parmi des pauvres. Donc, par rapport à Fotso Victor, pour ceux qui connaissent son visage, c'est un monsieur, il a construit une école supérieure là-bas, appelée IUT. Et après, il a, d'après les informations que j'ai reçues, offert ça à l'État camerounais. Et ensuite, il a construit un très grand boulevard dans son village. Et il a appelé ça le boulevard Paul Biya. Donc, en effet, c'était un monsieur enrichissime, comment on peut dire, c'était un fanatique de Paul Biya. Et il est l'une des rares personnalités qui ont reçu Paul Biya dans sa demeure. Donc, c'est un monsieur, lui et Paul Biya, ils ne sont pas que des membres d'un même parti politique, mais on dirait qu'ils partagent aussi la même vision de la gestion du pays. C'est-à-dire rendre ses amis très riches et laisser les enfants dans le nord, l'extrême nord, s'asseoir à même le sol pour suivre les cours dans les écoles primaires, les maternelles, etc. Donc, ils ont une politique de vente, satisfaire d'abord leurs propres besoins et tout ce qui peut aider les autres, on laisse un peu traîner, on ne surveille pas, on ne fait rien. Et quand on a un peu les maux de tête, on prend un jet privé et on s'en va se soigner soit à Genève, soit à Paris. Donc en effet, ce sont des gens qui ont eu la chance de naître dans le pays appelé Cameroun, mais qui ont leurs esprits dans d'autres pays, dans des pays développés. Ils adorent ces pays développés-là. Ils les aiment beaucoup, mais ils ne font rien pour développer leur propre pays. C'est comme si ils voulaient être les seuls de leur village à pouvoir aller se soigner pour une tour en Europe et laisser le village périr, laisser les gens périr juste par manque de paracétamol. Donc aujourd'hui les amis, c'est Victor Fotso qui est sur la table
nous allons débattre. Il y a sûrement des gens qui le connaissent beaucoup mieux, des gens qui a changé leur vie positivement et d'autres négativement. Nous savons que son fils, qui était le DG de la CAMER, est actuellement toujours en prison. Il a été laissé pour aller se soigner aussi à l'étranger, comme c'est comme ça, eux ils se soignent toujours à l'étranger pendant que le peuple camerounais meurt. Pendant qu'on meurt au Cameroun, rien qu'en donnant naissance aux enfants. Mais eux, même étant prisonniers de luxe, ils ont le droit d'aller se soigner avec l'argent du contribuable. Vous vous rendez compte? Donc ça, c'est Fotso Victor. Ça, c'est son histoire. Alors, les amis, je vais afficher un numéro de téléphone dans le message qui passe là. Et vous pourrez, pour commenter, vous pouvez pour donner votre avis, appeler le numéro qui s'affiche. Donc, ce soir, cet après-midi, ou bien ce matin, ça dépend d'où vous vous trouvez et l'heure que vous avez chez vous. Nous allons donc débattre là-dessus. Voilà. Donc je vais écrire là, vous appelez le numéro qui s'affiche là. Permettez-moi de mettre le numéro. Voilà. Donc dès que le numéro s'affiche, vous appelez pour donner vos avis. Voilà. C'est bon. Le numéro va passer là. Vous allez voir le numéro passer et pour ceux qui veulent appeler, la ligne est ouverte. Juste des appels WhatsApp. Donc, n'appelez pas sur le téléphone normal, juste les appels WhatsApp. N'est-ce pas? Voilà. Très bien. Donc, je vous passe une autre image. Il s'agit ici de Fotso Victor, ce monsieur-là que vous avez bien écouté pendant que le débat du hold-up électoral chauffait. Voilà le corps qui arrive dans son petit aéroport. Je ne sais pas si c'est un aéroport privé. Le voilà avec un jet. On ne sait pas si ça c'est son aéroport privé, mais c'est là dans son petit village. Vous reconnaissez les villages de l'Ouest avec ces maisons comme ce que vous voyez là. Vers l'aile de l'avion là, les maisons avec des piquets là. Le plus souvent, ces maisons-là se trouvent dans des chefferies. Et comme lui, il avait sûrement un titre de chef dans son village, peut-être qu'il aura les honneurs du chef. Voilà. Donc, il a vécu longtemps. Il a vécu aussi longtemps qu'il pouvait. Il a vieilli, c'est ce que chacun pourrait rêver. Il avait beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Et il a eu beaucoup d'enfants. Le nombre exact, personne ne pourra vous donner. Vous voyez là, ça doit être peut-être l'enceinte de sa maison pour accueillir restreindement les gens qui vont venir aux obsèques, à la levée du corps. Donc ils sont prêts, vous voyez, c'est le luxe total. Même après la mort, l'argent continue à couler. Voilà. Donc, si vous avez dans les informations concernant Fotso Victor et que vous voulez partager avec le public,
appeler le numéro qui s'affiche là. Et puis, on va en parler. Ce monsieur, il n'a pas été que un militant du RDPC, un fanatique du RDPC et un fidèle du tyran Biya. Il a aussi beaucoup fait dans l'économie du Cameroun avec ses entreprises. Il a créé beaucoup d'emplois. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est que est-ce que le décès de Monsieur Victor Fotso est une perte pour la démocratie? Il s'agit ici uniquement de la démocratie. Pour l'économie, nous savons que un monsieur avait autant d'argent que lui est un poids lourd de l'économie même régionale, pas seulement nationale. Mais cependant, qu'est-ce qu'il a fait pour la démocratie, pour les avancées démocratiques au Cameroun? Juste pour votre information, il était maire de la mairie de Banjul et sa fille était adjointe au maire. Donc, ce qui fait qu'après son décès, sa fille est devenue directement maire. Donc, vous comprenez que on ne peut pas appeler ça du gré à gré, mais tout était préparé pour donner la mairie à sa fille parce que avec sa notoriété, son pouvoir d'achat, son pouvoir de corruption et de payer les campagnes et d'arranger les trucages comme ça se fait dans le RDPC, il était donc sûr de gagner. Mais en mettant sa fille à la tête, ça devait être un peu difficile pour sa fille. Ce qui fait qu'il a lui-même pris le siège. Mais nous savons tous que c'est sa fille qui devait faire le travail. Donc, son décès, en effet, ne change rien à ce niveau-là. Beaucoup appellent ça du gré à gré, mais c'est un gré à gré qui a été arrangé déjà depuis. C'est-à-dire, c'est pas... Ils ont arrangé ce gré à gré là depuis. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut parler de démocratie pendant que les gens pensent toujours occuper des postes et faire en sorte que leurs enfants continuent à occuper les mêmes postes après eux. Donc vous voyez que ces gens du RDPC ont une philosophie. Cette philosophie-là, c'est de s'occuper de soi-même, uniquement de soi-même, et de ne jamais rien faire pour les autres. C'est-à-dire, aujourd'hui, le gré à gré qui se préparerait au Cameroun, au niveau de la magistrature suprême, c'est aussi un gré à gré qui tend vers la même direction. Donc, soit ils vont mettre un vice-président qui est peut-être le fils ou bien un proche du tyran, dictateur Biya. Et après, ils vont faire observer la vacance à la tête de l'État. Et celui-là va prendre dans le pouvoir pour finir les 5 ans du mandat qui reste. C'est tripatouille la Constitution. À défaut, ils vont organiser des élections présidentielles. Après avoir constaté cette vacance-là, ils vont organiser les élections. Et avec un code électoral qui n'a pas bougé d'un seul iota, pour leur permettre d'être désignés vainqueurs par le Conseil constitutionnel comme d'habitude. Donc voilà en fait ce que Victor Fotso a laissé au Cameroun. Son héritage, c'est le gré à gré. Son héritage, c'est la soumission. Son héritage, c'est la corruption. Son héritage, c'est la lutte contre la démocratie. Celui qui pense autrement peut appeler le numéro qui passe là. Vous pouvez appeler pour donner votre avis si vous êtes d'avis contraire. Voilà. On a déjà un appel qui entre là. Allô? Bonjour, vous êtes sur Réa Canal, la base insoumise. Voilà. Aujourd'hui, le thème du jour, il s'agit de Fotso Victor.
Fotso Victor Serechissime Banjoune, qui est décédé il y a peu de temps. Et aujourd'hui, il s'agit de savoir si Fotso Victor est une perte pour la démocratie ou bien un gain. Voilà, vous avez la parole. Attendez que je passe un peu à l'eau-parleur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Déjà, je voudrais que je suis la Chasserie et j'appelle ici Berlin. Bonjour, Chasserie. Bonjour. Ah ouais, un plaisir de t'avoir au téléphone. Thème très intéressant, j'appelle et je pense que là, il est posé. Et je voudrais juste, comme j'ai vu que les gens n'appelaient pas pour donner mon point de vue qui est déjà le tien parce que c'est ce qui a pu développer. Victor, c'est un brave homme de notre pays natal, comme le professeur Nyamsi aime bien à le dire. C'est qui est parti d'une famille modeste et qui a par le travail fort, le sacrifice assisté au sommet de la pyramide des hommes d'affaires du Cameroun et qui était dans les années 80 l'un des plus riches du Cameroun. Et ce que je sais que M. Fotso, c'est ce monsieur qui a aussi bénéficié, il faut le dire, de l'aide du Cameroun, parce qu'à l'époque, Aïd voulait demander à tous ceux qui voulaient se lancer dans les affaires de venir prendre des crédits. Donc, il a aussi bénéficié de la mère patrie, au même titre que son ami Paul Biya, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, qui a aussi bénéficié avec les bourses et autres de l'État camerounais. Mais malheureusement, c'est un grand homme d'affaires, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup de boulot au pays, à des gens, c'est quelqu'un qui a formé beaucoup de générations, il a construit beaucoup d'infrastructures. Mais il faut aussi reconnaître qu'en même temps, il appartient aussi à ceux qui ont quelque part spolié l'État, parce que nous tous nous savions que Fotso Victor et beaucoup d'autres d'affaires camerounais, pour ne pas payer les impôts, rentrent dans le RDP, deviennent des hommes politiques. C'est-à-dire que, l'impôt, c'est l'argent de tout le monde, c'est l'argent du contribuable. Donc, ce sont des gens qui ont contribué à spolier le pays. Et en tant que politique, je trouve qu'il n'a pas été quelqu'un de bien parce que l'homme politique n'est pas seulement celui qui rentre dans un parti politique pour bénéficier des avantages, mais c'est aussi quelqu'un qui devrait dire la vérité, qui devrait être du côté des pauvres, du côté de la veuve et de l'orphelin. Et en tant qu'homme politique, je n'ai pas vu M. Papa Fotso défendre la justice, défendre l'égalité des droits dans telle ou dans telle autre structure. Je vais vous prendre le dernier exemple de son fils qui est en prison, qui tombe malade et qui est évacué aux frais du contribuable camerounais. Est-ce que les autres, pourquoi les autres Camerounais ne peuvent pas avoir cette même chance alors même que le même fils était en fait, les raisons qu'on nous donne, c'est qu'il est en prison pour détournement de fonds, puisqu'il a été le PDG de la CAMER. Ouais. Donc, ce que je voudrais dire, oui, le Cameroun en deuil, pas aussi, mais comme on dit chez nous, les continards, c'est le deuil des sardinards. Donc, c'est le deuil des sardinards. Pour nous, les continards, vraiment, ça ne nous dit pas grand-chose parce que il est parmi ceux qui ont vraiment, oui, construit des infrastructures, mais en même temps, il est parmi ceux qui ont gaspillé ce pays. Ah. Donc, c'était ça, l'intervention. D'accord. Merci beaucoup, Chasserie. Ça veut dire, si je comprends bien, il a bénéficié d'un fonds venant de l'État camerounais pour se lancer dans les affaires. Le président Aïdjo avait lancé un appel et il était parmi ceux qui avaient profité de cet appel-là. Ils avaient reçu 300 millions chacun. Pour se lancer dans les affaires, argent du contribuable camerounais. Il n'est pas le seul, il y avait les PELA, il y avait beaucoup d'hommes d'affaires à l'époque qui ont bénéficié de cet argent-là. Ok. D'accord. Ça veut dire, normalement, sa richesse est donc, a été donc faite sur le dos des Camerounais. Oui, comme la majorité des riches de notre pays. Et après avoir même fait la richesse, il a continué à ne pas payer les impôts. C'est pour ça que chaque fois qu'il y avait recouvrement fiscal, il était obligé de convertir ça en un don. C'est pourquoi vous entendez souvent, il a donné tel collège, il a donné tel projet. Généralement, c'est les recouvrements fiscaux qui amènent à ce acte de geste.
Ok. C'est par exemple, actuellement, il y a un recouvrement fiscal de Gucci qui va à plus de 3 milliards de francs CFA. Wow. Et Ne soyez pas surpris qu'on dise qu'il y a une des poissonneries qui est une poissonnerie d'État. Donc voilà, juste pour que, voilà. je dis 300 millions, il a reçu 300 millions de francs CFA de la part de l'État. Ça veut dire de Aïdjo à l'époque, alors. Aïdjo, à l'époque, avait décidé de donner un peu d'argent aux entrepreneurs pour qu'ils se lancent dans les affaires. Il avait déjà sa structure, il commençait à monter. Ce n'était pas quelque chose de un truc normal, et c'est normal, l'État est là pour promouvoir ceux qui veulent se battre. Ouais. Donc, les fois qu'on nous a toujours rapporté qu'il a vendu la cola, après il a acheté un poulet, Ce sont les foutaises. Et même ici en Allemagne, pour nous qui sommes en Allemagne, vous savez, lorsque vous montez une affaire, vous faites votre étude de faisabilité, vous déposez votre projet, vous avez un petit fonds, mais ça vous aide à ouvrir une structure. Parce que lorsque vous avez réussi à ouvrir votre structure, que votre structure marche, vous allez employer vos compagnons. Donc, puisque c'est un devoir régalien de l'État de payer à ce que ces populations aient du boulot à manger et autres, donc l'État se dit pourquoi ne pas investir en ces gens qui vont à plus tard aussi employer des Camerounais. Donc, c'était un crédit normal. Normalement, c'était des crédits remboursés, mais je pense que personne n'a jamais remboursé ce crédit-là. Donc, ce sont des gens qui se sont faits derrière la mère patrie. Mais aujourd'hui, ces mêmes gens qui sont arrivés des moyens, qui sont des riches, ne se battent pas pour que des enfants aujourd'hui qui appartiennent à des familles modestes puissent aussi émerger. C'est là notre colère, nous, en tant que citoyens. Que ce soit Paul Biya, est-ce que vous pensez, Jean Désiré, l'enfant d'un cultivateur peut encore être président dans ce pays? Impossible. Sous ces conditions-là, c'est impossible. Il va payer les études avec toi et tout. Puisqu'il n'y a pas de bourse, l'université, ce sont des étudiants qui doivent payer. Tout est payant. Comment est-ce que l'enfant d'un pauvre va partir de la pauvreté pour devenir quelqu'un? Donc, tous ces richissimes-là, la majorité d'hommes d'affaires et nos hommes politiques sont des gens qui ont bénéficié de la mère patrie. Que ce soit les femmes d'Ongo, les bidouipas, tous ces gens-là, ce sont les bourses de l'État qui les ont amenés en Europe et qui ont soulevé leur niveau de vie. Aujourd'hui, ils ont détruit, ils ont cassé la chaîne. Aujourd'hui, à l'université, tu n'es pas l'enfant de la classe moyenne, tu ne peux pas faire des études universitaires, puisqu'il faut payer la chambre, il faut payer la pension, il faut tout payer, le restaurant, tout est payé. Alors, dites-moi, l'enfant d'un paysan ne peut pas. Impossible. C'est la classe qui va à l'université. Mais sinon, les enfants de pauvres ne peuvent pas. C'est impossible, ouais. Même les filles les jeunes enfants, les jeunes sortaient entre eux. Il y avait des étudiants qui se mariaient, le campus était gratuit. Il y avait la bourse de 50 000, qui faisaient des étudiants avec des enfants dans leur chambre. Ils étudient et ils font des enfants. Mais lorsque en 97, Ediachi supprime les bourses, les jeunes gens ne pouvaient plus sortir entre eux et ça c'était le phénomène de ce qu'on appelait les couples. Vous avez vu maintenant, les jeunes filles étaient obligées de sortir avec des hommes déjà amortis parce qu'il fallait que ces hommes-là subviennent à leurs besoins. Puisque entre jeunes, on ne pouvait pas juste vivre de l'amour et payer les chambres comment, payer les études comment, financer les études comment. Donc cette misère-là a entraîné beaucoup de choses et c'est après ça qu'est né donc ce phénomène de serpentologue. Je ne sais pas si on est au courant de ça. Où des gens d'un certain âge allaient avec des jeunes filles et profitaient de la naïveté de celles-ci et les entraînaient dans des cercles mystiques et après ces jeunes filles-là perdaient leur vie. Oui, je me rappelle à l'époque. Tout ça, ce sont des conséquences de cette misère parce qu'il y a un épanouissement qui rend quelqu'un orgueilleux et on a besoin d'un cercle pour être équilibré dans la vie. Là, c'est que bon, j'ai ma bourse, à chaque fois, j'ai le ticket du mais tu n'es pas obligé d'aller avec un couplier pas par nécessité, pas par prise en charge. Donc ces gens-là, ces vieux-là, nous ont pourri le pays et les conséquences sont nombreuses et elles sont graves. Donc c'était ma participation. Ok, merci beaucoup Chasserie. Reste à l'écoute et si une idée te revient, tu pourras encore rappeler. Merci beaucoup pour l'appel et bonne journée. D'accord. Très intéressant. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. À plus. À plus.
Voilà, c'était une combattante de l'Allemagne, Chasserie, qui nous a appelé pour nous ajouter quelques petites informations de plus. Alors, pour ceux qui ont suivi, elle nous a rappelé là que Fotso Victor fait partie de la génération de ces entrepreneurs camerounais qui ont été subventionnés par l'État. Et elle a même dit à la hauteur de 300 millions de francs CFA pour pouvoir investir et relever l'économie camerounaise. Ça, nous comprenons tous que ça leur donnait une certaine avance sur tous les autres entrepreneurs camerounais. Et c'est vrai, c'est pas sûr que tous ont réussi comme lui. Il n'était pas le seul, certainement. Pour ceux qui savent quels sont les autres qui ont aussi bénéficié de cette subvention-là, vous pouvez appeler pour nous dire. Voilà. Donc, ça veut dire que quelque part, ce monsieur a profité de la sueur de tous les Camerounais. Donc, il n'est pas devenu riche juste par son propre chef, mais il a été aidé par l'État camerounais. Et en retour, le peuple camerounais attendrait qu'il se donne un peu plus pour la démocratie. Mais cependant, on dirait qu'il se sentait redevable à ce système. C'est-à-dire, il a cru que l'État c'est une personne, c'est un parti politique, mais c'est faux. L'État c'est l'État. C'est-à-dire que ce soit le MRC au pouvoir ou bien le SDF, ça reste toujours l'État. Il n'y a pas deux États. Donc, lui, il est resté fidèle au gouvernement en question, à la continuité du pouvoir en question, jusqu'à son décès. Nous l'avons suivi, il est resté fidèle et il a transformé tous ses enfants en fervents fidèles de ce régime-là. Parce que, en quelque sorte, il avait une forme de reconnaissance pour ce qu'on lui a peut-être fait. Et ça, c'est peut-être seulement ce que nous savons. Peut-être qu'il a eu beaucoup plus que ça. Et c'est ce qui explique peut-être sa fidélité absolue. Donc, et si c'est ça, ça montre alors que le Cameroun, chers amis, est un pays où la corruption ne se trouve pas seulement au niveau des policiers qui font le contrôle en route, mais au niveau même de l'État. C'est-à-dire, le gouvernement est un gouvernement qui corrompt, un gouvernement corrompu, un gouvernement tricheur, voleur, assassin, criminel. Donc, c'est-à-dire, il rassemble tous ces trucs-là. Normalement, un État devrait être là avec pour seul objectif, avec pour seule prérogative, seule fonction de protéger la population et de faire en sorte que le bien-être de la population soit toujours ascendant. C'est-à-dire que le développement suit, que les gens se sentent de mieux en mieux à l'aise, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui sont parents, j'ai appris qu'en Allemagne, tous les parents qui ont des enfants qui sont encore à l'âge de la maternelle reçoivent chaque famille 300 € pour pouvoir gérer le manque à gagner qu'il y a eu pendant cette crise de Corona. Donc vous voyez que l'État intervient et touche ceux-là qui ont souffert, ceux qui ont eu à dépenser, parce qu'il y a des gens qui ont payé pour les maternelles et les crèches et leurs enfants ne pouvaient pas y aller. Ça faisait des dépenses de plus. Alors, l'État est venu. Ils n'ont pas demandé directement, mais c'est que l'État est continuellement en communication avec la population et ainsi entre en contact avec celle-ci et découvre les problèmes qui minent la société et trouve donc des solutions à ça. C'est ce qu'un État doit faire. Mais chez nous, c'est quoi? Chez nous, on est conscient qu'il y a quelque chose ne va pas et quand on entreprend quelque chose pour aller contre ça, pour résoudre le problème, alors on profite de la chose pour voler autant d'argent si bien que le problème en effet n'est pas résolu, l'argent est dépensé, donc il y a à la fin encore plus seulement un problème, mais deux problèmes, c'est-à-dire le problème de détournement et le travail qui n'est pas fait. Donc, chers amis, voilà, le numéro est affiché là, vous pouvez appeler pour donner votre avis. Il s'agit aujourd'hui de Victor Fotso. Victor Fotso, sa perte est un gain
ou bien un frein en moins pour la démocratie au Cameroun. Si vous avez des idées, appelez le numéro qui s'affiche juste là. Vous voyez, appelez ce numéro-ci et vous pouvez donner votre avis. L'image que vous voyez là, c'est le cercueil. Ça veut dire que dans ce box-ci, c'est le corps de Victor Fotso qui est là-dedans. Je ne sais pas si il était quelqu'un de très petit de taille. Je ne sais pas, mais le cercueil là ça me paraît trop petit. Parce que vous voyez, 2 personnes se mettent là et la 3e personne n'a plus de place. Donc, soit on a incinéré le corps et on a juste fait un cercueil symbolique comme ça pour amener, ou bien c'était un monsieur peut-être de toute petite taille. Parce que le cercueil que nous voyons là, les amis, hein, vous voyez, c'est très petit. On dirait un cercueil d'un enfant de 6 ans. Ouais, c'est très petit. Donc peut-être que ce sont juste ces cendres qui sont dedans, puisqu'il est mort depuis. Là, on pourra voir. Mais il y a un truc qui est choquant. Il y a un truc qui est très choquant sur les images que j'ai reçues ici. Regardez. Voilà une image. Voilà une femme. Je pense que c'est la femme qu'on appelle Koudès. Elle est là. Elle est au décès, à la levée de corps de Fotso Victor. Vous voyez comment elle est habillée? C'est-à-dire, sur son pagne, ce n'est pas écrit Victor Fotso, non? Ce n'est pas écrit Fotso Victor. Sur son pagne, c'est écrit Paul Biya. On se demande si elle est en train de profiter de cette levée de corps de Fotso Victor pour faire aussi le deuil du tyran Biya. Donc, je ne comprends pas. Regardez, une levée du corps. On n'est plus en temps de campagne. Hein? La campagne est passée, n'est-ce pas, depuis. Mais regardez comment elle est habillée. Ça, c'est la zombification jusqu'à la moelle épinière. C'est-à-dire que son hypothalamus est corrompu et transformé. Peut-être c'est même devenu si minuscule que vous ne pouvez pas comprendre. Ça, qui peut comprendre qu'à la levée du corps d'un monsieur comme Fotso Victor, elle vient avec une tenue qui porte les images de Paul Biya. Regardez bien. Vous voyez? Vous pouvez lire là. Paul Biya. Tu viens à un enterrement. Elle met seulement un chapeau noir, un foulard noir. Et puis elle se vêtit de la tenue de Paul Biya. Les campagnes sont finies. Vous vous rappelez? C'est-à-dire que les prochaines élections auront lieu pas si tôt. Les législatives et municipales sont passées, la présidentielle est passée, mais regardez comment cette femme-là est habillée. C'est-à-dire, ça montre à quel point ces gens-là, ils vénèrent. C'est-à-dire, pour eux, c'est cette image-ci. C'est avec cette image-ci que eux, ils gouvernent le Cameroun. Hein? Regardez les gants. Elle met les gants en plastique. Elle a les gants en plastique, là. Donc, c'est terrible. On ne comprend pas. Je ne sais pas si vous pouvez écrire dans les commentaires ce que vous pensez de cette image. C'est terrible. Faites un tour de partage. On relève un peu la musique pour que vous connaissez notre son préféré. Voilà. Faites un tour de partage. Voilà, Michel Bona va un peu caresser nos oreilles en attendant que... je rappelle ici que la ligne est ouverte. Vous pouvez appeler au numéro qui est affiché là. Et dès que vous appelez, vous voyez encore là le nom du de la dernière appelante. Vous appelez à ce numéro. Et dès que vous avez appelé, vous êtes directement en ligne et pouvez donner votre avis. Fotso Victor, c'est une bête pour la démocratie
ou bien un frein en moins? Ça, c'est le sujet du jour. Les amis, partagez et appelez le numéro qui est affiché juste là pour donner votre avis. Voilà. Pendant ce temps, profitez un peu de ce son. Et regardez la tenue de la honte. Oui, la tenue de la honte. La tenue de la honte ici. Hein? Et à l'heure du bilan, il nous sort. Regardez ça. On parle de décès de Fotso Victor. Vous voyez comment elle est habillée. Vous voyez comment elle est habillée pour aller à un deuil. Hein? C'est terrible. Elle met les gants de nettoyage. Elle s'habille en pagne en un tissu du RDPC. Et quand vous regardez bien le tissu, regardez la main là. Ce n'est même pas repassé. Hein. C'est-à-dire, elle a juste sorti ça dans son tiroir. Et puis elle a mis ça comme ça pour venir jouer le pantin. Pour venir jouer le lèche-botte du RDPC. Regardez-moi ça. Regardez le Cameroun. Le Cameroun d'aujourd'hui. Voilà le Cameroun que nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus un Cameroun où la dictature est présente jusqu'à la plus grande intimité. Regardez. Regardez cette femme. Vous voyez? C'est-à-dire, il faudrait que chaque Camerounais, quand il voit cette photo-là, qu'il soit écœuré, qu'il ait envie de vomir. Parce que ça, c'est une image qui a détruit notre nation. Ça, c'est une image qui nous a transformés en dernier dans tout ce qui est, que vous pouvez vous imaginer. Que ce soit la corruption, que ce soit dans les détournements de fonds, que ce soit dans le braquage, le banditisme, la tuerie, l'injustice, hein, les emprisonnements arbitraires, la torture. Ils sont tous champions. C'est-à-dire, dans tout domaine qui est des domaines qui sont des domaines où chaque pays devrait être fier d'avoir des domaines pareils et d'y travailler, c'est là-bas que eux, ils nous montrent leur incompétence totale. Donc, vraiment, les amis, ça caractérise effectivement ce que cette femme a dans sa tête. Je ne sais pas si c'est Koutès, mais les gens ont dit là que c'est elle. Donc, vous pouvez, si vous la remarquez, vous pouvez nous dire si c'est elle. Voilà. Donc, vous voyez qu'ils ont donné les honneurs militaires à ce régime Fotso Victor. La question que nous nous posons ici, c'est de savoir c'est quoi leur plan. On ne peut plus parler. C'est quoi leur plan? On ne peut plus crier. Il nous reste une chose à faire. Vous regardez là, ça c'est une vidéo de... Ça doit être chez Fotso Victor vu de l'intérieur. Vous voyez que tout a été rénové. Les Rothstein là. Voilà. Il y a un arrêt. Bonjour, vous êtes sur la base insoumise. Encore vous. Bonjour. Encore moi. Oui, j'ai dit c'est mieux, comme il n'y a pas beaucoup d'appels, c'est mieux de rappeler s'il y a une nouvelle idée qui arrive. Ouais, c'est toujours une joie pour moi. Allons-y, Chasserie. Oui, comme toi, j'ai observé que ça me paraissait vraiment très petit là, mais je n'ai pas voulu faire un commentaire. Ouais. Parce que dans ma tradition, on ne commence pas trop tout ce qui est du deuil quoi, ou de la dot, ce qui est cérémonie culturelle ou culturelle. Sinon, tu as bien moi je me suis dit peut-être c'est juste scientifique ou alors on dit que son état de santé il s'est récropulsé. Ouais. Je pense qu'on peut prendre, mais on ne peut pas en taille. Donc, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que le cercueil était un cercueil à la minima.
Mais bon, comme tu en as parlé, j'ai maintenant aussi le courage d'en parler. Et je voudrais aussi profiter pour parler d'un autre thème qui nous concerne aussi et qui nous interpelle, qui est aussi duquel on profite. On sait que dans la même semaine, il y a maman qui est dans la route de sécurité. Ah oui. Et ça va aussi dans la communauté, c'est-à-dire qu'elle n'était pas riche, elle était une artiste musicienne. Et quand on sait que nous, la diaspora, nous avons les artistes d'ici, ça avait soulevé parce que les gens pensaient que nous étions des voyous, méchants envers les artistes, alors que nous voulions juste leur bien. C'est-à-dire que je voudrais aussi profiter pour dire que lorsque un artiste, au même titre que quelqu'un de riche, au même titre que quelqu'un d'influent dans un parti politique, on est quelque part la voix du sang, et il faut savoir prendre position et dénoncer lorsque ça concerne les autres. Moi, personnellement, je n'ai pas soutenu Maman Guilla dans sa maladie pour vous dire la vérité, parce que je me suis dit que quand elle allait bien, de son côté, elle n'a jamais pris aussi la parole pour défendre les autres. Peut-être qu'elle a amitié en humanité, mais on n'a jamais entendu cette prise de position. Je vais vous prendre un cas très simple. Il y a eu le décès de Monique Oumatekel, qui est une fille du village de Maman Guilla à la route, à l'hôpital La Quinténie de Bouta, où elle avait été pensionnée, négligée par le corps médical, et qui s'est vue charcuter le ventre par sa fille pour sauver les jumeaux qu'elle portait. Ouais. Vous voyez, nous avons dans la sociologie, pas comme ça, parce que Maman Guilla, elle est d'une cam, c'est une banane. Et elle a son frère qui est papillon. Il y a les gens qui réforment, tous des bananes. Mais lorsqu'il y a un problème comme ça qui arrive, qu'on soit banane ou pas, qu'on puisse au moins dire vraiment je ne suis pas d'accord, il faudrait que le pouvoir public revoie un peu leur manière de gérer la femme enceinte ou bien la femme qui est dans la douleur de l'enfantement. Mais vous voyez, quand il y a des cas comme ça qui arrivent, personne ne parle parce que vous voulez faire des inimitiés avec le pouvoir en place. Mais une fois que ça leur arrive, alors ils commencent à venir. Je pense que Maman Guilla a ce disparu. Parce que quand elle a vraiment été touchée par la maladie, elle appelait Sako, entre guillemets, Chantal Bia a répondu à son appel. Donc, juste pour dire aux gens, il faut savoir tout est politique. Les gens parlent souvent que, les gens disent souvent, je ne fais pas la politique. C'est politique, plus que c'est la politique qui dirige. C'est la politique qui demande aux Camerounais, le politique qui demande aux Camerounais de payer la redevance aux audiovisuels qu'on paye par couple. Que les fonctionnaires, c'est 10 000. 10 000 par couple de fonctionnaires. Les temps qu'on est fonctionnaire, qu'on n'est pas marié, on paye tous les 10 000. Parce qu'on va du fait que dans chaque maison, il y a une télévision. Donc cet argent-là est coupé directement du salaire des fonctionnaires. Et c'est dans cet argent-là qu'on devrait enlever une partie pour les musiciens. Puisque quand on fait les émissions télé, entre-temps, on passe des musiques et autres. Mais vous voyez, la redevance est aussi bloquée au Cameroun. Les droits du marché ne sont pas payés. Les droits de sœurs ne sont pas payés. Et ça fait que nos artistes, regardez le répertoire de Maman Guilla là. Elle a eu beaucoup de chansons à faire. Cette femme-là, dans un pays normal, n'aurait jamais eu besoin de venir jouer à la mendicité de la télé à l'aise. Mais les leçons qu'on peut tirer de ça, c'est que, franchement, il faut savoir se battre pour le bien commun. Parce que dans le bien commun, il y a aussi votre propre bien. Jean Désiré, nous qui sommes aujourd'hui à Diaspora, franchement, on pouvait même refuser d'être dans le combat et faire comme beaucoup de nos frères qui sont et autres. Mais si nous nous battons, c'est pour que ça change de pays. Parce que nous savons que si nos familles sont à l'abri d'un certain besoin, nous aussi nous aurons notre paix. Donc le fait de nous battre pour le bien commun, nous nous battons aussi d'une manière indirecte pour notre propre bien. Parce que si ils ont la paix, eux aussi ils vont nous coller la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas toujours que les gens prennent, voient en le combat de la diaspora un combat un combat 20. Un combat 20. Donc c'est ce que je vous dis. Parce qu'aujourd'hui, cet accueil-là, quand moi je vois les photos de cet accueil, quelque part, quelqu'un de normal doit être interpellé. On ne va pas me dire que
dans tout le RDPC, il n'y a que Madame Coutez qui est membre du RDPC. J'aurais voulu voir cet endroit-là plein, qu'on ne puisse même pas voir le goudron. Mais vous comprenez bien que ces gens-là, ils n'ont que les intérêts, ils n'ont pas d'amis en tant que tels. Ouais. Lorsque le moment arrive, on t'oublie. On t'oublie carrément. On t'oublie carrément. Et donc, voilà quoi, c'est un peu ce que tu viens de faire une remarque fantastique. Je n'étais même pas encore arrivé dessus. C'est-à-dire, quand on voit la scène là, n'est-ce pas, on ne voit que les militaires et quelques personnes là, comme celle qu'on a vue ici, avec, c'est-à-dire, ce petit tas de personnes-ci que vous voyez sur la photo là, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on constate que le peuple n'est pas là. Ce sont des gens, ils font ça entre eux. C'est-à-dire, c'est comme s'ils étaient abandonnés à eux-mêmes. On a dit, d'accord, ben voilà, quand vous mangez entre vous. Maintenant que vous êtes en deuil, faites aussi votre deuil entre vous. Donc, peut-être c'est une façon de la population aussi de montrer qu'ils ne sont pas trop intéressés à ça. Je sais pas trop. Ou bien... Oui, mais le problème est que le RDPC, vous savez, le RDPC, c'est un système qui fonctionne avec la corruption. Donc, même les membres du RDPC, ils sont habitués à un certain fonctionnement. Ils ne sont pas comme nous les talibans. Lorsque nous avons une manifestation, quelles que soient nos différences, opinions et de tout, nous nous mobilisons. Et c'est un appel qui vient du fond du cœur. Parce que nous avons presque les mêmes convictions, ou alors la même conviction. Nous avons une base commune, même si nous ne sommes pas d'accord sur tous les points. Oui. Mais le problème du RDPC, c'est que c'est un gouvernement de corruption. C'est un régime de corruption. Ce qui fait que généralement, ils sont toujours habitués à ce qu'on les informe de la tenue de tel ou tel événement. Et on débourse les enveloppes. Les gens, en venant assister à l'événement, doivent savoir qu'ils rentreront avec 2 000 ou 5 000. Effectivement. Maintenant, ça n'a pas eu lieu et qui devait l'organiser? Ce qui devait organiser, c'est le gouvernement qui devait organiser. Normalement, Photo Victor, c'était un sardinaro reptilien, non, du régime RDPC. Oui. C'est même plus un homme d'affaires camerounais. Il avait droit à des obsèques nationales officielles. Oui. Officielles. Donc, normalement, c'est le gouvernement qui devait mobiliser. Mais non seulement, le gouvernement même n'a plus de tête, parce que eux tous, ils ont été aussi frappés par le coronavirus. Effectivement. Mais, qui sont là pour signer les décrets, pouvaient aussi le faire. Mais non, ils ne vont pas le faire. Ils s'en foutent. Ils savent que c'est fini pour lui. Donc, ils n'ont rien à foutre. Ouais, ils n'ont plus rien à donner. Donc, n'allait même pas au deuil des gens. Non. Il n'allait pas. Je ne me souviens pas d'un deuil où il s'est rendu. En dehors de ses propres deuils, comme par exemple le deuil de la mère de sa belle-mère, où je l'ai vu, mais parce que c'était dans son village et c'était dans sa concession. Oui. Mais les autres, c'est très rare que vous voyez M. Paul qui a assisté à un deuil d'un ancien ministre ou de quoi que ce soit. Jamais. Donc maintenant, jamais là. Alors qu'on suppose qu'il n'est même plus là, qu'il serait mort, vous pouvez donc comprendre. Mais ça donne les leçons à tous ces gens-là qui sont flattés par les titres, par les médailles. Parce que je pense qu'au niveau des affaires, les médailles comme que l'État décerne à ses vaillants compatriotes sont des médailles dans tous les domaines. Dans le domaine des affaires, je pense que Photo Victor était même plus disponible, même comme disponible sur le poids politique, c'était plus que Photo Victor. Mais celui qui signe les décrets, ceux qui organisent tout le temps les succès, ils pouvaient aussi organiser ces obstacles-là de telle manière qu'il y ait la foule, puisque le déconfinement a déjà eu lieu au Cameroun. Les marchés sont bondés, les boîtes de nuit fonctionnent. Alors ils ne vont pas dire qu'ils ont choisi ce service minimal-là pour respecter les mesures barrières. Non, pas du tout. Moi, je pense que si vous avez suivi, sans vous couper, Chasserie, si vous avez suivi les obsèques de Kadi de Fotso, un autre richissime défunt camerounais, homme d'affaires, il n'était pas là non plus. Et à cette époque, il n'y avait pas de corona, il n'y avait rien. Mais il n'était pas présent. C'est vrai qu'il y avait... Il ne va jamais dans les des gens. Parce que c'est pour ça que nous ne voulons plus de lui. C'est pour ça que petit à petit, il nous a dégoûtés. Nous ne voulons plus un président qui se déifie, qui se prend pour Dieu. Nous voulons un président que nous pouvons, qui peut être près des populations.
C'est ça le président. On veut un président humain, on ne veut pas un président Dieu. Et vous voyez cette dame-là. Moi, je dis que le RDP, ce n'est même plus un parti politique. Le RDP est devenu comme une religion. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui va à un culte et qui doit avoir un habit spécifique. Qu'est-ce qui oblige cette femme-là de mettre cette tenue? Est-ce que si elle ne met pas cette tenue-là, on ne saura pas qu'elle aime le RDP? Donc, c'est terrible. Ils mettent ça à tort et à travers. Normalement, ce n'est pas normal. Même les scènes des 20 mai passés, vous allez voir parfois la fin première dame, si on peut dire ça comme ça, qui se va en tenue le jour du 20 mai. Normalement, le 20 mai, ça symbolise l'unité nationale. Ni le président ni sa femme ne doivent porter la tenue du parti parce que là, il s'agit de tous les Camerounais. Ouais. Il s'agit d'un jour pour rassembler tout le monde. Les militants peuvent avoir cette tenue, mais eux, en tant que chef de l'État, parce que même lorsqu'on n'a pas voté un président et que c'est lui le chef de l'État, il est le président de tous les Camerounais. Ouais. Donc, il y a des cérémonies où tu ne peux pas te permettre de mettre la tenue de ton parti politique parce que de manière consciente ou inconsciente, tu exclus ceux qui ne sont pas de ton bord politique. Tu les rejettes. Oui. Et je suis sûr que si on appelait la foule, comme d'habitude, vous allez voir beaucoup de gens venir même avec la photo de Paul Biya. Je suis très d'accord. Parce que pour eux, tout est confondu, quoi. Tout est confondu. Et c'est ça qui fait que on croit vraiment qu'on sache vraiment que ce pays est tout sauf la démocratie. Ouais. Quand ils se retrouvent n'importe où il y a du monde, ils veulent toujours montrer cette photo-là, cette image du tyran. En fait, c'est comme une manipulation mentale. C'est comme une affiliation. C'est comme pour montrer que je suis fidèle à toi, je suis fidèle à toi. Mais à la fin, c'est ridicule. Normalement, cette tenue-là devait être un regroupement lorsqu'il y a peut-être des meetings du parti et autres. C'est lorsqu'il y a des fêtes nationales. Lorsqu'il y a des occasions de neutralité, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faut venir avec cette tenue. Bon, je peux encore comprendre ça dans le bas peuple. Parce que parfois le pain est distribué gratuitement. Les gens mettent ça juste comme document. Peut-être sans conviction. Mais les hommes d'État, les ministres, les directeurs et autres, ils devraient quand même faire la part des choses, savoir que dans ce cadre, si ça ne passe pas. Mais eux, ils pensent plutôt non, quand je mets ça, j'affirme mon choix. J'assure mon parti politique et autres. Mais ne sachant pas où alors tout ça, ça ne nous chasse plus. Ça veut dire, en effet, ils veulent tout transformer en politique. C'est-à-dire, et surtout, ramener tout à l'image du dictateur Biya. Quelle qu'en soit l'occasion. S'il faut qu'il donne les sauts pour lutter contre eux. Oui. C'est ce qu'on appelle dans les religions, en fait, la déification, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire l'omniprésence. Ils savent très bien que l'homme est défaillant par sa présence. Alors, pour l'imposer, il faut l'imposer par les images, il faut l'imposer par le tissu, il faut l'imposer par les photos, il faut l'imposer par des vidéos et autres. Oui. Donc, je vais raccrocher. J'espère que... oui, il y a une question que j'aimerais te poser concernant les gens qui ont été soutenus par l'État. Là. Il y avait Fotso Victor. Tu as quelques noms en tête des gens qui ont été soutenus comme ça? Mon père m'a raconté qu'il y avait aussi le monsieur qui a l'immeuble Tébéla. Vous connaissez le marché central de Yaoundé, là où il y avait le cinéma Adia. Oui. Il y a un grand immeuble là au marché central de Yaoundé qu'on appelle immeuble Tébéla. Je crois que ici, les boutiques aux commerçants, ce sont des gens qui ont profité de ce financement-là. Ils sont nombreux. Non, c'est une pratique normale. Tout État soutient les hommes d'affaires. C'est pour ça qu'il y a même le ministère des petites et moyennes entreprises. Mais ce que nous décrions maintenant, c'est que ces gens-là qui ont été soutenus, qui ont bénéficié de l'État, pourquoi est-ce qu'eux, ils ne font rien pour que les générations d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui qui viennent des familles démunies, puissent aussi profiter de l'État? C'est de ça qu'il est question. Par exemple, lorsque Ediatus supprime les bourses en 1997, Ediatus toute sa vie a étudié avec les bourses. Oui. Donc lorsqu'il supprime la bourse, il est clair que d'abord, le tiers des étudiants vont abandonner les études. Ouais. À cause de la suppression de la bourse.
Effectivement. Donc, vous pouvez imaginer combien de mal il a fait aux gens. Ouais. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça qu'il y a le ministère des petites et moyennes entreprises. Actuellement, le ministre des petites et moyennes entreprises, je crois, il s'appelle Achille Basile-Kim 3. Donc, c'est pour ça que ce ministère-là est là. C'est pour que si, par exemple, vous êtes au Cameroun, vous avez un projet maintenant, vous allez le voir, vous lui dites, écoutez, monsieur, j'ai un projet, j'ai besoin peut-être de 10 millions pour mettre mon projet. Ça peut être la ferme, ça peut être une porcherie, ça peut être n'importe quoi. Et puis, il voit comment il peut vous employer pour que vous payiez de temps en temps avec un taux d'intérêt faible, juste pour vous propulser. Parce qu'une fois que le projet aura pris, vous n'allez pas manquer d'utiliser peut-être 2 ou 3 personnes. Et c'est comme ça que vous allez vous épanouir et épanouir aussi votre entourage. Ok. Donc voilà, merci beaucoup pour les précisions. Pour Maman Guéa, vraiment, toutes mes condoléances à sa famille. La vie ici, c'est tel que quand on lutte pour la nation, quand on lutte pour le peuple, comme nous autres, nous le faisons là, les gens ne savent pas, ceux qui sont en bonne santé, ceux qui n'ont pas de stress, n'ont pas de problème avec la justice ou bien l'injustice et la corruption, ils se disent que nous sommes en train de perdre notre temps. Mais quand ils sont victimes, et chacun finit par être victime. Même Potso Victor qui est là, son fils est en prison depuis plusieurs années déjà, toujours à cause des malversations. Donc, ça veut dire que qu'on soit même un richissime, fervent supporter de ce régime-là, on finit toujours par tomber dans son étau et on est écrasé. Je pense que celui qui encourage la dictature, c'est la personne qui n'arrive pas à définir effectivement les limites de cette dictature-là. C'est-à-dire, quand on mange dans la dictature, on a l'impression qu'il faut la soutenir, mais tôt ou tard, on se voit soi-même broyé, quoi. Ouais. Ah oui, c'est le problème. Déjà, Yango chantait à l'époque, aujourd'hui, ma peau, demain, la tienne. Avant-hier, nous avons assisté ému quelque part en humanité à la restitution de Ernest Obama. Ernest Obama qui s'est maintes fois moqué du professeur Maurice Kamto. Mais vous voyez, est-ce qu'il pouvait savoir un jour qu'il serait arrêté, humilié, déchaussé, menotté dans la même structure qui lui servait de cadre pour exercer son tribalisme? Donc voilà des choses. Et lorsque un Camerounais est victime d'une injustice, il faudrait que les Camerounais sachent s'indigner parce qu'on ne sait jamais à qui le tour. Ouais. Là, tu as 100% raison. Le cas d'Ernest Obama, c'est un cas vraiment frappant. C'est-à-dire, un monsieur qui a servi à propager le tribalisme, à créer des mensonges d'État, à soutenir des mensonges d'État, il se retrouve lui-même aujourd'hui coincé. Donc, nous savons, Kondengui, c'est leur place. Quand ils sont libres, c'est juste le temps qu'ils attendent leur tour. C'est ça avec ce gouvernement. Et parfois même, je me pose la question de savoir qui est même celui-là qui les arrête souvent comme ça. C'est-à-dire, c'est une question que je me demande comment ils arrivent. Ça veut dire qu'entre eux là, ils ne se tolèrent pas les coups bas. C'est-à-dire, ils peuvent accepter tous les coups qui vont vers ceux qui veulent la démocratie. Mais dès qu'un coup est retourné vers eux-mêmes, que ce soit à l'intérieur, alors c'est un Kondengui, tout de suite, quoi. Non, en fait, c'est un régime qui est basé sur la corruption. Et cette corruption-là aussi, il n'y a pas que la corruption, il y a aussi beaucoup de pratiques, hein, comme le fait ça, la Seba et le disait. Il y a le Madico Anal, parce que quand vous regardez bien quelqu'un comme Ernest Obama, qui vient aussi d'une famille très démunie, qui n'était pas le meilleur de sa promotion à l'école, et qui a été recruté dans une chaîne, il a grimpé les galons très tôt, il s'est retrouvé directeur. Moi, j'observe ça de loin, je ne sais pas trop bien, j'ai essayé de suivre le journal de Vision Kaka, je n'aime même pas ce journal, mais j'ai vu ça sur Facebook, qu'on lui reprochait d'être celui qui donne les informations à la base.
Je ne sais pas si toi, Ernest Obama, t'avais déjà contacté pour te filer une information, JD. Peut-être que c'est le cas. Mais si on accuse Ernest Obama qui donnait les informations à la base, ça veut dire que, en effet, Ernest Obama, c'était un gars qui était dans ce système et lui-même condamnait le système en question, alors. Hein? Voilà, donc déjà il y a ça, on l'accuse de votre trahison, on l'accuse de quoi, mais moi je vois les choses autrement, je vois beaucoup de choses autrement. Ouais. Ce gars est trop vite à un certain moment, il a eu une ascension fulgurante à un certain moment, et qu'est-ce qui se passerait si jamais Obama était devenu la femme de quelqu'un et que maintenant Obama en a marre et lui dit je n'accepte plus. Parce qu'on sait que ce gouvernement-là, ce régime-là, c'est comme ça qu'il fonctionne. Parce que qu'est-ce qui se passe ces derniers temps avec Belinga Amougou? C'est Belinga Amougou qui a fait arrêter Aoula. Et Belinga Amougou, alors qu'il y a une décennie, une dizaine d'années, c'est lui qui avait sorti la liste des ministres homosexuels qui fustigeaient les membres du gouvernement, qui à l'époque n'étaient pas encore riches économiquement, n'avaient aucun poids financier, qui s'est retrouvé subitement du jour au lendemain avec beaucoup de scandales, parce que ce que les gens ignorent, c'est que ce Amougou Belinga a été la cause de l'assassinat d'une jeune dame, la sœur de Donatien. Parce qu'à cause de cette liste d'homosexuels, cette fille-là a été assassinée. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Donatien, je ne sais pas si tu connais le phénomène qu'on appelait Donatien, avait construit une grande villa. Et comme ces ministres-là ont peut-être reconnu dans les hôtels, les grands hôtels de la place du pays, alors ces ministres-là allaient plutôt avec leurs amants dans cette villa-là où les chambres étaient louées. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Les vidéos de certains débats sexuels ont été mis dehors. C'est comme ça que cette jeune dame-là sera assassinée. Et quelque temps après, c'est après ce scandale-là que Belinga devient riche, Belinga Amougou devient riche et autres. Donc, qui sait ce que lui-même est devenu? Pourquoi subitement il est devenu riche? Et il est maintenant l'intouchable, il est même celui-là qui enferme les gens. Et aujourd'hui, son meilleur ami, c'est Laurent et son ministre de la Justice. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Oui. Est-ce que Obama avait décidé de ne plus être cette marionnette, cet enfant-là qu'on a pris, qu'on a porté et qu'on manipule comme on veut? Après, ça peut être le cas. Je me pose juste les questions. Oui, c'est légitime de se poser la question quand on voit qu'un Sardina est vraiment faiseur de tapeur de tambour de Sardina est attrapé et accusé de la sorte. Et puis, si on réfléchit bien, on va voir que, en quelque sorte, cet Obama-là, le fait qu'il donnait des informations peut-être aux activistes ne veut pas dire qu'il travaille, il aide les activistes. Ça veut dire que ces activistes, peut-être, qui recevaient les informations de lui donnaient aussi d'autres informations. Tu comprends un peu? Donc, ce qui fait que des gens qui s'échangent des informations pour rester toujours Obama donnait les informations. Déjà, il faudrait qu'il nous prouve que Ernest Obama donnait des informations à la base. Mais ce que je sais, c'est que ça peut aussi être un cri de détresse, hein, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans un système tel qu'ils ne peuvent même plus en sortir. Et à un certain moment, moi, je pense que ce gars-là, quelque part, est victime aussi de ce système-là. Ouais, dans tous les cas, comme on disait tout à l'heure, la dictature, il y a toujours des victimes. C'est-à-dire, la dictature, on est content quand on fait la dictature et on fait vraiment exactement ce que la dictature demande jusqu'au jour où on se retrouve au niveau où une tête doit tomber. Ça veut dire quoi? Les gars qu'ils ont envoyés à Gabou brûler les gens et tuer les gens, là. Ces gars qui sont allés faire ça, ils font ça tout le temps. Ils font ça régulièrement. Mais le jour que ça arrive, qu'on les attrape comme ça, ils payent le pot cassé. C'est-à-dire, la dictature montre là maintenant sa cruauté. Tu vois? C'est-à-dire, c'est un peu... Oui, je comprends. Oui. Je comprends. Excusez-moi de t'excuser. Comme on dit chez les Ivoiriens, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ça veut dire, même si quelqu'un l'envoyait, on aimait la haine. Parce que toute cette guerre tribale-là est partie des visions casse. Et c'était en majorité les propos de cet Obama. Oui. Il faut savoir t'envoyer. Parce que, qui sait même si c'est une manière de nous sacrifier. Ne soyez pas super au matin quand vous dites que Obama a été envoyé à la CPI. Hein.
Après, il y a le journaliste de Mille-Collines qui a créé la guerre au Rwanda, toujours avec cette histoire de tribalisme, qui avait aussi été toujours arrivé à ça. Donc, il faut que les gens fassent très, très, très attention parce qu'il y a le tribalisme, il y a les religions. Lorsque on passe le temps à insulter le prophète de l'autre, même comme moi, je pense que c'est des choses bêtes parce que nous ne pouvons pas tout le temps nous tuer pour les choses des Blancs. Nous nous tuons pour les langues des autres, nous nous tuons pour la spiritualité des autres. Mais ce sont des choses qui peuvent faire très très mal aux âmes sensibles, aux gens qui ne sont pas forts dans la tête ou qui sont forts dans une certaine prison de valeur. Donc il faudrait qu'on fasse vraiment très très attention. Ouais, effectivement. Donc nous voyons que la dictature a ses boucs émissaires. Il peut arriver maintenant que avec les problèmes qu'ils ont peut-être à la CPI et autres, qu'ils essayent de chercher un coupable et dire que cet Obama-là a agi de manière délibérée, tu vois. C'est-à-dire, on va l'attraper et on va fouiller sa maison, sortir tout ce qu'il y a comme preuve chez lui et ensuite dire que, ben voilà, il ne recevait d'ordre de personne, il faisait ça de lui-même et qu'il a même reçu des avertissements, patati patata, tu vois. Quand ça commence à brûler, on cherche quelqu'un comme ça et puis on le jette devant. On ne peut pas me dire aujourd'hui que les méantes qui venaient s'asseoir devant lui et faisaient la même chose que lui ne sont pas inquiétés. Hein? Ils ne sont pas inquiétés. En dehors même de ça, on a un organisme qui censure, non, qui censure les journalistes. Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé faire? Voilà. Un journaliste qui tient des propos tribalistes, pourquoi il n'avait jamais été censuré? Pourquoi il n'avait jamais été débarqué? Pourquoi il a continué à exercer ses fonctions normalement? Dernièrement, même, il était encore en France, là, il se fait empariner, là. Hein? Ouais. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais libérer l'antenne. Peut-être que quelqu'un voudrait appeler maintenant. Voilà. Merci beaucoup, Chasserie. Nous, on a fait ça à deux. Je ne sais pas si quelqu'un va appeler, mais les gens, il y a beaucoup de personnes online là. Merci de rester à l'écoute et surtout de faire beaucoup de partage. Merci beaucoup pour l'intervention. Bon week-end. Merci, bon week-end. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Chasserie, une combattante de l'Allemagne qui vient de terminer son appel. C'est la deuxième fois qu'elle appelle aujourd'hui et elle a toujours des apports vraiment très très importants. Donc, à chaque fois qu'elle nous appelle, elle ajoute un élément assez solide. Donc, nous voyons que aujourd'hui, ce que nous pouvons tirer comme leçon de la dictature, c'est que la dictature n'a pas d'amis. La dictature ne tolère pas ce qui les dérange. La dictature est vraiment un monstre froid. C'est-à-dire, avec la dictature, ceux qui sont là, comme ces petits sardinats de Paris et d'autres pays qui passent leur temps à soutenir ce régime-là, qu'ils ne pensent jamais que la dictature les soutiendra le moment où il faudra vraiment intervenir. Ils seront lâchés et ils seront même encore appuyés au fond. C'est-à-dire que la dictature est là pour ça. C'est-à-dire, vous soutenez la dictature, sachez que vous êtes en train d'écrire votre histoire et que vous allez finir mal. Parce que écrasé par la dictature. Ceux qui veulent la démocratie n'écrasent pas. Ce sont eux qui sont le plus souvent aussi écrasés comme les complices de la dictature. Mais, dans tous les cas, il y a des gens dans la dictature, ceux-là qui ont ce potentiel financier et cette histoire comme Foto Victor, qui peuvent avoir, de par leur fidélité et de leur grosse somme d'argent qu'ils versent à la dictature pour financer les campagnes, pour financer tout ce qu'ils font là. Alors, ça lui garantit une forme de tranquillité jusqu'à la fin de ses jours, comme nous avons vu là. Mais cependant, est-ce que sa progéniture, tout cet tas d'enfants qu'il a laissé là, il part comme ça, laissant un de ses enfants et même celui qui se montrait comme le plus efficace dans la gestion d'entreprise, il le laisse en prison parce que celui-là a été arraché comme ça par les griffes de la dictature. Donc vous comprenez que soutenir une dictature, c'est juste écrire soi-même, tracer son chemin vers un avenir incertain et surtout triste et malheureux. Donc, puisqu'il n'est plus là aujourd'hui pour défendre son fils en faisant des dons à la hauteur de milliards, pour avoir
la pitié de ces gens qui sont assis au pouvoir. Qu'est-ce qui va donc se passer avec celui-ci? Hein? C'est quoi son avenir actuellement? C'est quoi l'avenir de ses autres enfants? Vont-ils continuer à faire les lèche-bottes, à se pavaner partout et en chantant le nom du dictateur en chef partout? Aujourd'hui, que le dictateur en chef ne se montre même plus à son peuple. Aujourd'hui, que beaucoup sont certains qui n'existent même plus, qui seraient même déjà décédés et que même tout ce couple-là n'existerait plus. Tout ça pourquoi? Pourquoi les gens arrivent à ces idées? Tout simplement parce que ils étudient le train de vie d'un couple et qu'après un certain temps, ce n'est plus comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Voilà la pandémie de coronavirus qui est passée. La fondation Chantal Biya, qui était partout où il fallait faire quelque chose, c'était d'abord la fondation Chantal Biya qui était en tête. Hein? La pandémie est en train de passer et on n'entend rien de tout ça. Donc, quelque part, on se pose la question de savoir pourquoi ces gens se sont retirés. Hein? Pourquoi est-ce qu'ils se sont retirés du public ou même peut-être de la vie? Donc, ce sont des questions que chaque Camerounais devait se poser et savoir que ce que nous pouvons faire pour nous garantir un avenir maintenant meilleur, c'est de tout faire pour empêcher le gré à gré. C'est-à-dire, même seulement penser au gré à gré devrait faire bouillir l'estomac de chaque Camerounais. C'est-à-dire, ça devrait mettre chaque Camerounais en ébullition. Ça devrait vous donner envie d'exploser. C'est-à-dire, rien que le terme gré à gré, là, parce qu'il y a des gens qui soutiennent peut-être un régime, comme nous avons vu les Momo changer de veste là, hein, Jean de Dieu Momo. Quand vous voyez un monsieur comme lui là, changer de veste, et qui se met à un plateau télé, un monsieur, un avocat qui connaît le droit et tout ça, et qui dit, je vais soutenir celui qui sera le choix de Paul Biya. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le monsieur est venu à ce plateau préparer le Camerounais à ce gré à gré. Il est venu vous dire que il y aura gré à gré. S'il y a gré à gré, je soutiens le gré à gré. Il l'a fait ouvertement. Mais c'est pour vous dire à quel point ce monstre de dictature-là peut transformer les gens. C'est-à-dire, le monsieur n'agit plus comme lui il y a de cela 3 ans, 4 ans. Ce n'est plus la même personne. Il insulte ses camarades qui luttent aujourd'hui pour la démocratie. Il les traite de talibans, il les traite de maquisards, de tous les noms. Donc, il a choisi déposer son shield, c'est-à-dire que son bouclier de combattant pour aller se baigner dans le sang de la dictature. Mais ce qui est sûr est que le peuple le regarde, le peuple l'observe. On lui a même fait se réécouter et il s'est renié. Vous voyez, on lui a passé sa propre vidéo, sa propre chanson. Il a eu le dégoût de lui-même. Vous voyez à quel point cette dictature-là est sévère, à quel point ça peut transformer un être humain et faire de lui un monstre. Vous voyez, ça c'est l'exemple palpable. Il n'est pas le seul. Nous avons vu les gens comme les Kontchou Komeni chanter les mêmes choses. Nous avons vu ces différents ministres qui sont passés à la communication faire le même jeu. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'ont pas de conviction à part se remplir les poches. Et merci à Ndoki qui lui a fait comprendre cela indirectement. Ça l'a énervé à tel point que s'il était dans le noir avec elle, il lui aurait passé des coups de poing. Mais elle est restée sereine, elle est restée sérieuse, elle est restée droite dans sa ligne. Et c'est lui qui a voulu s'embrouiller, éviter les questions, lui demande ce qu'il fait comme ministre délégué auprès de la justice. C'est quoi son travail? Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Et pour répondre à cette question, il se met à s'attaquer aux avocats d'aller payer leurs taxes d'abord et tout. Donc, il est là en train de déclarer aux yeux du monde entier que lui, quand il exerçait comme avocat, il ne payait pas ses taxes. Hein? Donc, et aujourd'hui, il a changé de cas. Il se met maintenant où on récupère ses taxes et on les met dans la poche. C'est-à-dire, dans un autre cas, il ne paye pas. Après, quand il est là où il faut demander aux gens à payer, il récupère plutôt, il met dans la poche. Donc, c'est le seul ministre que j'ai suivi une émission avec lui où il a dit voilà, il y a suffisamment qu'avec l'émergence de 2035, il y aura suffisamment à manger pour tout le monde, qu'il faut que les gens entrent dans ce parti-là, soutiennent le RDPC et ils auront à manger. Donc, en effet,
lui, il est allé dans ce parti pour le vendre. C'est-à-dire, il fait une politique de vente. Et maintenant, donc, il lui a dit, ben voilà, monsieur, on dirait que vous avez mené ce combat avec nos parents, nos camarades qui sont encore dans la lutte. Et à un certain moment, vous vous êtes découragé parce que vous avez peut-être senti que vous ne pourriez pas gagner ce combat. Alors, vous avez décidé donc de changer de camp et observer les autres. C'est-à-dire, quelque part, elle lui faisait par là comprendre à quel point il a rejeté tout ce qui faisait de lui cet avocat que tout le monde a apprécié avec les disparus de Bepanda. Il est devenu très célèbre avec, il a fait son parti politique. Et aujourd'hui, même le parti politique n'existe plus. Il a vu pendant les dernières élections que ça ne servait à rien, même d'avoir le parti politique. Donc, il a perdu son existence et il n'existe plus aujourd'hui qu'à travers le pouvoir en place. Donc, ce qui fait que sa lutte maintenant est devenue une lutte existentielle personnelle, c'est-à-dire individuelle. Il ne lutte plus pour la cause du Cameroun. Un ministre de justice, quel activiste n'est pas au courant qu'il y a eu des massacres à Gabo? Quel activiste ne sait pas ce qui s'est passé de tout ça? Les journaux et tout. Lui, ministre, il vient vous dire qu'il ne sait pas. Qu'il ne sait pas. On lui demande, mais lisez les journaux. Hein? Il est dans les réseaux sociaux tout le temps avec des faux profils et à commenter les directs des gens et à dire des bêtises dedans. Voilà son rôle. Hein? Il a monté la brigade des patriotes. Il les a invités dans son bureau. Il a fêté avec eux. Voilà son rôle dans le gouvernement. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire que moi, je suis de ceux-là qui cultivent l'esprit du tribalisme au Cameroun, qui cultivent l'esprit de haine, qui cultivent la haine entre les citoyens camerounais. C'est-à-dire, il s'arrange à ce qu'il y ait une perpétuelle tension entre les deux camps, l'opposition et les partisans du pouvoir. Mais quand on fait un débat intellectuel, avec un intellectuel comme lui, mais qui a vendu son cerveau dans la sardine, qui a trempé, noyé son cerveau dans la sardine, on se pose la question, mais finalement, est-ce que les gens, quel message est-ce que ces gens veulent transmettre au peuple? Ce que tu disais hier, tu t'assois aujourd'hui, toi, la même personne, mais habillé autrement, avec une veste là et tout, et un titre de ministre, un chauffeur et tout. Voilà ce qui a changé dans sa vie. Maintenant, on lui a demandé, alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici? La première fois qu'on lui pose la question, il dit que bon, aujourd'hui, ce qui a changé depuis qu'il est ministre, c'est qu'il a un chauffeur et il lui suffit de passer, il a une voiture, il suffit de passer un coup de fil et un problème est résolu. La preuve, il a passé un coup de fil et il a récupéré le passeport de Longueuil. Ça, c'est son trophée. Donc, vous allez dire que le président élu a récupéré Bakassi, lui dit qu'il a récupéré le passeport de Longueuil. Vous comprenez? C'est-à-dire, parfois, quand les gens s'arrangent à faire de la politique et qui n'ont pas une conviction qui vient vraiment, qui vient du fond du cœur et qui est transmise de génération en génération, c'est-à-dire, c'est difficile. Parce que nous, beaucoup d'entre nous dans ce combat, les plus aguerris, le plus souvent, sont des descendants de combattants. C'est-à-dire, c'est une lutte qui s'est transmise de père en fils, de génération en génération. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand on vous dit souvent même que pendant le maquis, on a éliminé beaucoup de personnes à l'ouest et tout ça, c'est vrai. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça pour freiner cet esprit éveillé, cet esprit de vouloir une indépendance, une autonomie totale là. Et cet esprit-là, ils font leurs études et ils sentent que ça ne vient pas de partout. Ça vient de certaines régions. Et ils essayent donc d'isoler le plus possible et de créer des mythes autour de ces régions-là pour que le peuple camerounais n'arrive pas à voir la vision que ces gens-là montrent. Vous vous rendez compte que on parlait des luttes indépendantistes. Et vous voyez les zones où ça se passait. Et c'est toujours ces mêmes zones qui continuent jusqu'aujourd'hui à lutter pour que la démocratie ait lieu au Cameroun. Pour que le Cameroun devienne un pays vraiment, un pays autonome. C'est-à-dire un pays qui peut lui-même définir son destin. Mais
Ils vont tout faire. Ils vont tout faire parce que eux, c'est en effet toujours la colonisation qui continue. C'est quoi la colonisation? La colonisation, c'est quoi? Un pays pour eux est comme une plantation. Donc on vient, on ne fait que sortir les choses, on met très peu pour en sortir beaucoup. Vous comprenez? C'est-à-dire celui qui exploite une plantation pour maximiser son gain, il y injecte très peu pour sortir plus. Et c'est ce qui se passe avec le néocolonialisme aujourd'hui. C'est-à-dire, on va venir vous dire, voilà, vous avez tel projet, vous voulez des barrages, vous voulez ceci, voilà, ça coûte tel nombre de milliards. Nous allons vous donner les milliards, hein, pour faire ces barrages. Mais en même temps, on vous pose des conditions telles que l'argent que vous avez reçu là, vous n'allez pas réussir ce barrage-là avec. C'est-à-dire, pendant que vous prenez l'argent pour construire le barrage, il s'arrange encore à ce que le barrage ne se réalise pas. À la fin, vous vous retrouvez endetté, vous ne pouvez pas rembourser votre dette et ainsi, on vous exploite encore davantage. Ça veut dire quoi? Puisque beaucoup aujourd'hui pensent que l'argent, c'est quelque chose. L'argent, c'est rien. C'est-à-dire, quand aujourd'hui les pays africains se battent pour avoir une certaine autonomie, cette autonomie-là, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est-à-dire, ce n'est pas fait, c'est pas une blague qui se passe là. C'est sérieux. Parce que quand on vient vous remettre, disons même 3000 milliards ou 300 000 milliards, quand on vient vous remettre des montants pareils, hein, la valeur de cet argent-là, c'est peut-être 1 million ou bien même moins que ça. C'est-à-dire la vraie valeur. Parce que c'est le papier. C'est-à-dire on met un peu le transport et l'impression de ce papier-là dedans. On vient vous donner. C'est-à-dire beaucoup aujourd'hui se posent la question comment la traite négrière se passait. Comment on venait avec la pacotille pour prendre les gens et partir avec. C'est la même chose qui continue jusqu'aujourd'hui. On vient vous donner du papier. Et puis on récupère toutes vos ressources. On part avec. On va encore fabriquer un peu de papier. On vient vous donner. On récupère encore vos ressources. On part avec. Maintenant, pour que ce papier qu'on vous a donné là ne gêne pas leur économie, on réduit, on fait en sorte que votre monnaie soit si faible que quand vous allez retourner cet argent vers eux, ça sera petit comme ça. Tout petit comme ça. Vous voyez? Et c'est ainsi que tout ce que vous allez faire, vous allez monter et descendre, le développement ne viendra jamais. Jamais il n'y aura de développement. Et il y a un autre système que les pays africains n'ont pas compris jusqu'aujourd'hui et qui est normal. C'est quoi? Le système, c'est ce que vous voyez là. Vous me voyez, c'est l'autre système. C'est-à-dire que on prend vos ressortissants qui quittent vos pays pour aller se former à l'étranger. Quand ils finissent leur formation, on fait des lois et tout ça pour les garder sur place. Parce qu'on sait que s'ils rentrent chez vous là, ils vont aller maintenant développer. Ils vont aller développer et être des concurrents. Donc, on fait tout pour qu'ils calent ici, pour qu'ils aient du travail, pour qu'ils s'intègrent. On les prend. C'est-à-dire, imaginez le Cameroun, un enfant jusqu'à passer son bac, ça prend combien de temps à une famille ou bien à un État? Ça prend au moins 16 à 18 ans à un État. Une fois que cet enfant a atteint dans les 18 ans et il passe son bac, on prend peut-être 10 ou 20 ou 30% de tous ces gens-là qui vont fréquenter à l'étranger. Ils deviennent des ingénieurs, des médecins et tout ça, et ils calent là-bas. Ça veut dire que vous passez votre temps. Il y a cette, comme je parlais de colonie tout à l'heure là, la colonie continue parce que non seulement vous fournissez de la main-d'œuvre qualifiée aux autres, vous achetez leurs produits et puis vous prenez le crédit encore chez eux. Et vous allez voir que tôt ou tard, ils vont vous dire, il faut qu'on annule une partie de vos dettes. Parce qu'on a constaté que vous ne pouvez pas rembourser. Même quand on fait des projections sur 50 ans, 60, 100 ans, on voit que vous ne pouvez pas rembourser. Donc, ça ne sert à rien de continuer à vous endetter. Ça va rendre le système d'endettement inutile. C'est-à-dire, ça va décrédibiliser ce système d'endettement. Alors, on essaie toujours de garder votre dette à une hauteur où vous avez espoir de pouvoir d'être capable de rembourser. Ça veut dire quoi? Votre pays vit et fait tout son travail, 50% de vos revenus,
vous reverser là-bas pour rembourser cette dette que vous n'allez jamais finir de rembourser. Une fois que la dette ne fait que augmenter, à un niveau, on vous dit, bon voilà, on diminue votre dette et on ramène encore ça à ce niveau acceptable là. Et ça se passe comme ça depuis des années. Depuis des années. Et pourquoi rien ne change? Rien ne change parce que les choses changent à partir du haut. Et il s'arrange à ce que ce haut-là ne bouge pas. À ce que ce haut-là reste toujours ces idiots comme Momo que vous avez vu là. C'est-à-dire des gens qui sont prêts à sacrifier tout le monde pour leur bien personnel. Et quand ils réagissent qu'il y a une catégorie de personnes, ou bien de peuples, ou bien de personnes dans la société qui ne répondent pas à cette aspiration-là. C'est-à-dire, s'ils découvrent, ce n'est pas des personnes géographiquement, c'est-à-dire ils ne sont pas liés par proximité, comme on dit là. C'est-à-dire ce sont des personnes plutôt ici dedans. Quand ils découvrent que ces gens-là ont cette capacité de pisser sur leur argent et de vouloir le meilleur pour le futur du Cameroun, ils s'arrangent à ce que ces gens-là n'aient pas du succès. C'est-à-dire, ils procèdent soit en mettant sur pied un mécanisme qui va faire en sorte qu'ils restent pour toujours en exil, soit on les élimine physiquement, soit on essaye de les corrompre. Et s'ils ne sont pas corruptibles, qu'est-ce qu'on fait? On les peint d'une saleté nauséabonde que personne ne va considérer ce qui sortira de ces gens. C'est-à-dire, on essaie de détruire votre image. De détruire votre image en utilisant quoi? En utilisant des gens comme les Ernest Obama. C'est-à-dire, des gens comme Ernest Obama, on les utilise pour détruire l'image des gens qui ont cette vision nationaliste-là. Cette vision de voir le pays tout entier décoller. Et non une petite poignée d'élites qui passent leur temps à s'enrichir et à investir ce qu'ils ont comme gain. Donc, c'est-à-dire, ils viennent au Cameroun, ils font leurs affaires. Ce qu'ils ont comme bénéfice, ils vont investir ça dans la diaspora. Ils s'achètent des immeubles, ils investissent en bourse et tout ça. Voilà comment ils font pour dilapider nos sous. Donc, mesdames et messieurs, voilà, aujourd'hui, le sujet du jour, c'était Victor Fotso. Victor Fotso, décédé à Paris, et maintenant, le corps a été refoulé au Cameroun dans un petit cercueil. On dirait que le corps a été peut-être incinéré, ou bien le cercueil paraît très petit. Je ne sais pas si c'était un monsieur qui était grand ou bien c'était un monsieur de toute petite taille. Mais quand nous voyons le cercueil, nous nous rendons compte que c'est vraiment un tout petit cercueil. Donc, qu'est-ce qui explique ça? Donc, le sujet du jour, c'est Victor Fotso. Est-ce une perte ou bien un frein en moins pour la démocratie? Ceux qui veulent intervenir, le numéro est affiché là. Vous n'avez qu'à composer le numéro qui est affiché en appelant sur WhatsApp et vous donnez votre avis. Nous avons Chasserie qui nous a entretenu une bonne dizaine de minutes et vous avez certainement adoré son intervention. Donc, la ligne est ouverte pour ceux qui veulent appeler. J'augmente encore un peu le son. Voilà. Fait tomber les cordes. Allô, Fokou, yeah, yeah, Fokou, envoie leur des cordes. Believe in peace and freedom. Allô, Fokou, yeah, yeah, Fokou, fait tomber les cordes. Stand up, wake up, freedom. Voilà, on va libérer le Cameroun, les amis. Le Cameroun sera libre. Ceux qui pensent que ça ne sera pas, le Cameroun sera libre. S'il y a des gens qui pensent que le Cameroun ne sera pas libre, ils se trompent. Ouais, ils se trompent énormément. On ne va plus prier, papa. Il nous reste une chose à faire. Et nous disons en passant non au gré à gré. La base et tous les combattants, tous les insoumis, tout le peuple du changement, nous disons non au gré à gré. Vous qui nous suivez, transmettez le message partout, partout et partout. Nous
disons non au gré à gré. Aujourd'hui, il s'agit de ce monsieur, ce Sardina en chef, qui s'est moqué de ceux qui espéraient un jour avoir le pouvoir au Cameroun, à part Mbiya et sa clique. Il a traité ces gens-là d'antilopes qui voulaient passer parmi les lions pour aller chasser. Et selon lui, les lions là, c'est qui? C'est le RDPC, c'est Mbiya et sa clique, ou bien il s'agit là des néocolons. Donc c'est une question qu'on ne lui posera plus parce qu'il n'est plus de ce monde. Mais il a laissé beaucoup de bonnes choses, mais aussi des choses assez tristes parce que n'ayant rien fait pour la justice et la démocratie pour le Cameroun, il n'a que exercé dans le milieu de l'économie. Et économiquement même parlant, le Cameroun n'a pas décollé d'un iota. Donc ça veut dire que est-ce que son passage était un passage qui ne laisse pas un héritage, ou bien de par ses œuvres comme la construction de son école, il a pu laisser un héritage considérable. Bon, nous sommes sûrs, il avait beaucoup de moyens, il a offert 1 milliard à une église. Donc si quelqu'un peut offrir 1 milliard à une église, vous pouvez comprendre comment est sa force de frappe. Donc les amis, permettez que je me prête un verre d'eau pendant que vous écoutez Richard Bona. Voilà. Et à l'heure du bilan, ils nous sortent la haine. J'augmente un peu le volume. Partagez le direct. J'aimerais revenir là et voir qu'on est plus d'une centaine. Partagez le direct. Oga pick up telephone and dial up info cool. Send them the ropes. Allo Fokou, yeah Fokou, envoie-leur des cordes. Si charognard, allo Fokou, qui étouffe des jeunes, fait tomber des cordes. Allo Fokou, yeah yeah Fokou, envoie-leur des cordes. Believe in peace and freedom. Allo Fokou, yeah yeah Fokou, fait tomber des cordes. Stand up, wake up, freedom. My heart is bleeding. Stand up, wake up, no freedom. North and South people, we sleep no more. Stand up, wake up, no freedom. On ne veut plus pleurer, on ne va plus prier, papa. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler Fokou. Oui, papa. Allo Fokou, envoie-leur des cordes. Hélène. Allo Fokou, Fokou, fais tomber des cordes, mais les en solde. Allo Fokou, yeah yeah yeah, envoie-leur des cordes. Yeah Fokou, allo Fokou, fais tomber des cordes. Yeah, give it up, allo Fokou, yeah, envoie-leur des cordes. Voilà. Je suis de retour les amis. Je sens qu'il y a eu un double son. La musique a joué en deux certainement parce que la connexion Bluetooth de l'oreillette s'est un peu déconnectée. Voilà. Partagez et appelez. Partagez et appelez pour donner vos impressions concernant la mort et le décès de Fotso Victor, et dites-nous ce que vous pensez, si sa mort est une perte pour la démocratie ou bien un gain. Est-ce que le Cameroun profitera de son absence et de son pouvoir financier dans le financement du parti répressif RDPC? Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Envoie-leur des cordes. Allo
Donc, la ligne est ouverte. Vous pouvez faire beaucoup de partages et surtout les commentaires. Oui, je salue Paul qui dit nous ici au Cameroun, on dit non au gré à gré. Votre avis est très important. Voilà. Il y a des gens qui écrivent des choses. Donc, voilà. Il y a un monsieur qui a écrit. Je vais lire ce qu'il a écrit parce que beaucoup peut-être ne veulent pas appeler parce qu'ils ont peur. Je vais vous lire ce que ce monsieur a écrit. Il dit: pour avoir connu Fosso Victor à l'époque où j'étais à Banjul, sincèrement, ce monsieur était un exemple. Sa mort est vraiment une perte pour la démocratie. Ne voyons pas l'homme du RDPC. C'est un Camerounais vrai. Et si tous nos élites étaient comme lui, et ainsi comme le feu Kadi et autres élites travailleurs, je pense que le Cameroun serait plus loin. Banjul, qui hier était juste un village, est devenu un département aujourd'hui. C'est grâce aux travaux de ce monsieur Fosso. Alors ce commentaire vient de Sasse Jean-Claude. C'est lui qui écrit ce commentaire. Il y a une chose, nous allons un peu développer ce commentaire. Il y a une partie où ce monsieur dit une chose très importante, c'est que il dit: ne voyons pas l'homme du RDPC. Ça, cette phrase-ci signifie que le monsieur, ça, ceux qui a écrit ce commentaire, c'est que son rôle dans le RDPC est négatif, très négatif pour l'avenir du Cameroun. C'est pourquoi il demande aux gens de ne pas voir l'homme du RDPC, mais l'homme, le citoyen Fosso, qui a beaucoup fait pour son village, le Banjul, qui autrefois un petit village est devenu un département. Donc vous voyez ici que ça montre que ce monsieur dans sa localité, il a beaucoup fait, il a transformé son village. Mais est-ce que la démocratie est une chose géographiquement ponctuelle? C'est-à-dire, est-ce que si nous parlons aujourd'hui de démocratie, nous allons parler de démocratie à Banjul? Et s'il faut parler de démocratie à Banjul, nous voyons que là-bas il était maire, sa fille était alors maire et elle est devenue maire aujourd'hui. Donc, de ce côté, c'est peut-être la raison pour laquelle il dit il faut le voir pas comme homme du RDPC, mais voir ses œuvres sur le terrain dans son village. Oui, peut-être qu'il a raison. Si on voit seulement dans ce sens, parce qu'aujourd'hui nous devons débattre. Si on n'examine ça que dans ce sens, en regardant ce qu'il a fait dans le village, c'est-à-dire construire des écoles et des routes, ça on peut encourager et dire que économiquement parlant et dans le social, dans son village, il a fait beaucoup plus que plein d'autres élites venant d'autres régions dans leur village. Donc, mais c'est un peu hors sujet parce que j'attends des arguments concernant la démocratie. Qu'est-ce que Fosso Victor a fait tel qu'on peut dire que ce monsieur est un gain ou bien est une perte pour la démocratie ou bien un frein en moins pour la démocratie? Moi particulièrement, je pense que c'est un frein en moins pour la démocratie. Je peux vous donner les raisons. Vous voyez déjà, c'est un monsieur qui finance toujours à la hauteur de milliards les campagnes de tricage, de tricherie, des élections partout au Cameroun. Donc quand sont les élections, ce sont eux qui avec leur grosse somme d'argent se mettent à financer toute cette tricherie. Donc c'est comme ça qu'ils se conservent le monopole, mais détruisent ainsi la démocratie. Je ne sais pas depuis combien d'années il est maire de Banjul, tel qu'il est depuis la première fois qu'il est candidat. Je ne sais pas, vous pouvez appeler pour me dire. Donc en effet, ce sont des gens qui viennent de cette époque où ils pensaient
lorsque tu es quelque part, tu dois rester jusqu'à la mort. Lui, il a réussi à mourir, mais son ami, le tyran Biya, a aussi peut-être déjà réussi, ou bien est en train de réussir à mourir président. Donc, maintenant, la question qui se pose, est-ce que c'est ça la démocratie? C'est le sujet d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas ici aujourd'hui de savoir combien de voitures est-ce que votre Victor a, comment sa maison est et combien d'enfants il a. Il s'agit aujourd'hui de son apport pour la démocratie au Cameroun. Nous avons vu son intervention où il traitait les opposants comme des gibiers, c'est-à-dire qui se promenaient devant des lions pour attraper le gibier, des antilopes. En fait, il a un peu pris l'opposition comme des impuissants qui veulent prendre quelque chose qui revient aux puissants. Et quand on analyse ça, il peut se ressortir trois choses. Il s'agit-il la puissance en question, est-ce que c'est le RDPC? Est-ce que c'est le clan de Biya qui est au pouvoir, ou bien c'est le néocolonialisme? C'est-à-dire il y a trois possibilités. Soit ce sont les colons, soit c'est le clan Biya, soit c'est le RDPC. Donc en effet, il essaie là de dissuader un peu les opposants de se calmer parce qu'ils ont le gros cœur. Donc selon lui, vouloir accéder à la magistrature suprême à côté de ces gens-là, c'est avoir un trop gros cœur. Oui, nous aurons toujours un gros cœur. Nous allons mettre la barre très haute. Peut-être pour eux, ils ne savent pas jusqu'à quelle hauteur nous pouvons sauter. Mais nous allons élever cette barre-là et la mettre effectivement très haute, dès qu'ils soient même eux-mêmes surpris. C'est ça la révolution, c'est penser comme jamais personne n'a pensé et se donner les moyens de réussir à réaliser ce qu'on pense là. Eux, ils ont été toujours dans un système passif, un système qui accepte, un système qui ne réfléchit pas, un système qui vit le jour au jour, un système qui ne planifie pas, un système qui ne prévient pas, un système qui n'est pas préventif, un système qui ne fait pas des études futuristes, c'est-à-dire qui ne planifie pas à long terme, qui n'étudie pas sa démographie, qui n'a même pas la maîtrise de cette démographie. C'est-à-dire on a un système, les gens, ils voient ce qui entre, ils voient ce qui est petit dessus, et maintenant ce qui sort. C'est ça, gouverner au Cameroun pour eux. Prendre, retirer sa part et laisser tomber le reste. C'est ça la dictature de Biya, que Biya est installée au Cameroun depuis déjà 38 ans. Et si aujourd'hui les jeunes se lèvent, vous qui me regardez là, si aujourd'hui vous vous donnez du temps d'écouter ce qu'on est en train de dire, c'est parce que vous avez jugé nécessaire de changer les choses. Donc ce camarade, ça c'est Jean-Claude qui a écrit là, et qui veut défendre votre Victor de par ses investissements ou des investissements sur le terrain au Cameroun. Il ne s'agit pas de ça aujourd'hui, il s'agit aujourd'hui de la démocratie. Nous luttons pour que le Cameroun soit un pays de démocratie et de justice, c'est-à-dire qu'il y ait construit des routes et donné le nom de Biya dessus pour le voir Paul Biya, et que même à ses obsèques, on vient accueillir sa dépouille avec la tenue de Biya. On constate que c'est le paradis qui est souhaité sûrement enseveli dans un panier de RDPC et aller comme ça sous la terre. Mais c'est son rêve, c'est pas le rêve de tous les Camerounais. Notre rêve à nous, c'est mettre fin à cette barbarie là, de mettre fin à cette pensée unique qui pense que certaines choses appartiennent à certaines personnes. Les gens doivent comprendre que chaque Camerounais, toi qui me regardes ou qui va me regarder après, chacun doit savoir que chacun a sa chance, a le droit d'avoir sa chance. Le rêve camerounais doit exister. Ils ne peuvent pas tuer les rêves camerounais. C'est-à-dire découvrir de zéro et atteindre le sommet.
Les gens comme les Photo Victor ont eu à se vanter qu'ils ont quitté le bas pour atteindre le sommet. Photo Victor n'a jamais dépassé le milieu. C'est-à-dire, je sais pas, certains pensent que le sommet c'est avoir un jet privé pour faire un pays à l'autre. Tout ça, c'est pas ça le sommet. Le sommet c'est dans l'esprit. Il n'a même pas atteint la moitié dans l'esprit. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre qui était plus éveillé, avec les moyens qu'il avait, pourrait transformer le Cameroun en Eldorado. C'est-à-dire, il a l'argent, mais je pense s'il est entouré toujours des sardinards, il y a de voir que d'ici quelques années, on ne parle plus de Photo Victor. Que son patrimoine est disparu. Parce qu'il y a même des rumeurs qui courent que tout ce qui tourne dans ces trucs-là, c'est de l'argent, des gouvernements par-ci par-là, qui retournent chez eux. Ça, c'est pas vérifié, mais ce sont des rumeurs. Donc, appelez, le numéro est affiché là, les amis. Appelez pour donner votre avis. Nous voyons aujourd'hui, il s'agit de Photo Victor. Photo Victor, ce richissime bandonnais. Ce richissime bandonnais dont le corps est arrivé au Cameroun et qu'on a posé dans un pouce-pouce. Vous voyez bien le pouce-pouce. Voilà ça. On a posé son corps dans un pouce-pouce. Vous voyez. On a posé ça dans un pouce-pouce, entouré d'un tissu traditionnel là, pour aller à la dernière demeure. Donc je pense que si lui il devait dessiner sa vie, il n'aurait pas pensé à une fin pareille. C'est-à-dire que son corps soit tiré dans un pouce comme ça. Nous savons bien que même les gens moins nantis que lui ont des cercueils plus jolis. Et il y a des gens qui portent ça, qui dansent même avec. Mais pour lui, on a posé dans un pouce-pouce et on a couvert les bords du pouce-pouce avec un peu de tissu traditionnel. Donc, je ne vois pas, il y a beaucoup de militaires qui sont là, beaucoup d'officiers sûrement, qui sont là pour l'accompagner, mais jamais son ami là, qui a déjà eu à manger dans sa maison à Banjul avec lui, Paul Biya, le dictateur, jamais il ne sera là à cet enterrement. Donc, en effet, c'est pour vous dire, chacun a son tour et chacun part tout seul comme il est venu là. Donc, même lui rendre hommage en étant là, il ne le fera pas. Ngongo va envoyer sûrement quelqu'un lire une lettre là-bas, une lettre comme ça, que ben voilà, c'était quelqu'un de très bien. Il a toujours beaucoup financé le RDPC. Il a toujours favorisé les membres de la Sadinabi. Il a toujours préféré ces gens-là. Il a toujours lutté contre la démocratie et l'instauration d'un pays de droit. Il a toujours. Je pense que c'est ce qu'ils vont dire. Mais en d'autres termes, c'est que ce monsieur a beaucoup œuvré pour que son village se développe, pour que le Cameroun profite de ce qu'il a, ainsi de suite. Mais en effet, ceux qui profitent ne sont pas les jeunes qui vont passer leur baccalauréat bientôt. Voilà, donc nous devons passer à cette forme de gouvernance que nous voyons chez nous là, à une autre forme de gouvernance, c'est-à-dire à une forme de gouvernance beaucoup plus matérialisée par le bon sens, comme le prône le président élu Maurice Kamto. Voilà. Donc je baisse encore un peu le son pour que vous m'écoutiez beaucoup mieux. Il y a des gens qui écrivent souvent là que le son n'est pas très audible. Voilà. Donc voilà, le camarade Sassou qui a écrit un grand commentaire là, j'aimerais lui répondre en faisant comprendre que la démocratie, c'est pas changer un village en département, ou bien c'est pas ça la démocratie. Donc en effet, il s'est plutôt construit un petit royaume et il ne s'est pas occupé
des Camerounais. C'est ce qu'on va dire par rapport à Photo Victor pour aujourd'hui. Voilà, camarades, puisque nous tendons vers la fin de ce direct, je souhaite à tous ceux qui étaient là une très bonne journée. Le direct va être rediffusé pour permettre à ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui de réécouter. Voilà. Donc, que le richissime Bandunais retrouve la terre de ses aïeux et que de là, il œuvre pour que la démocratie grandisse au Cameroun, pour que le gré à gré ne se réalise jamais et pour que la paix revienne au Cameroun. C'est-à-dire ce qui se passe dans le Nozo devrait plus continuer. Donc nous devons profiter ici pour rendre hommage au président élu, qui est cet homme-là qui s'est levé. Il s'est levé et il a dit il faut que certains se sacrifient pour que les choses changent. Et il a pris ça sur lui. Il aura toujours notre soutien aussi longtemps qu'il aura la force de lutter contre ce régime barbare. Nous lui apporterons notre soutien moral, matériel, financier, logistique, tout ce qu'il faut pour que notre pays profite et goûte aussi au bon sens d'un pays libre. Goûte aussi un peu à ce qu'on appelle un pays juste. Et que le Cameroun ne soit plus gouverné par capitale. C'est-à-dire qu'on ne pense plus que le Cameroun, c'est Douala, Yaoundé et Bafoussam. Que les gens comprennent que le Cameroun, les projets doivent être pensés, les projets doivent être pensés de sorte que même les villages les plus reculés aient la possibilité de profiter des projets que le gouvernement met en place. Vous allez bien beau construire des écoles, des universités dans les grandes villes et les logements sociaux et tout ça, mais si le développement ne se passe pas dans les zones rurales, la pauvreté se créera toujours davantage parce que ça sera une forme de pépinière de pauvreté. Et cette pépinière de pauvreté ira s'entasser autour de ces grandes villes qu'on essaye toujours d'embellir pour que ça ressemble un peu aux villes qu'on visite souvent, mais sans toutefois savoir que le développement doit être global pour être